Une valise de 5 milliards de francs CFA surgit au centre de Ouagadougou et brise le silence diplomatique. Présentée comme un simple outil d'investissement, elle révèle pourtant l'écart brutal entre des réunions feutrées et une mécanique d'influence souterraine activée précisément lorsque l'État cherche à reprendre le contrôle de ses leviers essentiels. Que doit comprendre le spectateur quand l'argent liquide circule plus vite que la confiance? Et pourquoi cette scène place-t-elle Ibrahim Traoré au cœur d'un choix stratégique décisif? Et si cette valise n'était qu'un signe avant-coureur? Cette séquence propose au spectateur une lecture structurée d'un événement qui dépasse l'anecdote sécuritaire. Le bénéfice central est de comprendre comment l'ingérence financière façonne le pouvoir. L'enjeu est élevé car derrière la valise se joue la stabilité institutionnelle, la loyauté militaire et la capacité d'un État fragile à résister à des pressions discrètes mais persistantes. Il ne s'agit pas d'un récit spectaculaire, mais d'une méthode pour relier faits vérifiés, décisions humaines et conséquences politiques mesurables. Chaque élément présenté vise à réduire l'opacité, en montrant comment des flux apparemment techniques peuvent devenir des instruments stratégiques. La question implicite accompagne tout le raisonnement. Si une opération aussi visible a pu être détectée, combien d'autres restent hors champ sans jamais alerter les institutions? Ce cadre permet aux spectateurs d'évaluer les risques réels sans exaltation ni dénigrement, en distinguant perception publique et dynamiques internes. À travers cette approche, l'analyse cherche moins à convaincre qu'à donner des repères pour juger, comparer et anticiper les trajectoires possibles. Voici le premier fait marquant, simple et vérifiable. Une somme de 5 milliards de francs CFA, associée à des flux parallèles dépassant ce montant, est détectée en moins de 24 heures par les services de sécurité. Ce chiffre n'indique pas seulement une tentative isolée, il signale une accélération soudaine des mécanismes d'ingérence financière dans un environnement institutionnel déjà sous tension. La scène initiale ne se déroule pas lors d'un sommet officiel, mais dans un cadre ordinaire du centre de Ouagadougou. Un homme, décrit comme discret et sûr de lui, est interpellé avec une valise contenant précisément ces 5 milliards. Très vite, les premiers recoupements élargissent le périmètre. Des connexions apparaissent entre Abidjan, Accra et Paris, suggérant un réseau structuré plutôt qu'un geste improvisé. Cette rapidité de mise en relation constitue le premier signal fort pour les analystes. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas encore au premier plan médiatique, mais son rôle devient central dans la lecture stratégique de l'événement. Le Burkina Faso évolue alors dans un espace régional marqué par des pressions multiples où l'économie, la sécurité et la diplomatie s'entremêlent sans ligne de séparation claire. Les concessions minières, les programmes d'aide et les accords bilatéraux forment un terrain propice à des opérations discrètes, souvent difficiles à distinguer de la coopération classique. La valise agit ainsi comme un révélateur. Elle met en lumière un système où l'argent liquide sert de levier pour tester des loyautés, mesurer des failles et, potentiellement, infléchir une transition politique fragile. Les services observent que cette tentative intervient à un moment précis, lorsque l'État affirme vouloir reprendre la main sur ses instruments de souveraineté. Ce timing renforce l'hypothèse d'une manœuvre calculée. Pour le spectateur, la question ouverte au début trouve ici un premier élément de réponse. L'affaire n'est pas née du hasard. Elle s'inscrit dans une logique plus large où chaque flux financier devient un indicateur et où la capacité à lire ces signaux conditionne la stabilité future. Les véritables personnages guides émergent loin des circuits financiers exposés. Ce sont des officiers burkinabés, peu visibles, formés à la gestion des signaux faibles et attentifs aux incohérences plus qu'aux promesses. Leur rôle n'est ni spectaculaire ni public, mais décisif dans la phase initiale. Ils observent, consignent, et temporisent
conscient qu'une réaction prématurée pourrait disperser les acteurs extérieurs avant toute cartographie fiable. Dans un premier moment, dans un bureau sobre, un officier reçoit un appel évoquant une opportunité de transition, assortie d'un soutien logistique discret. Il ne refuse pas, ne consent pas non plus. Il questionne les termes, note les formulations, puis transmet chaque détail à la chaîne de commandement. Cette neutralité calculée ouvre un suivi méthodique où l'information prime sur l'indignation. Dans un autre moment, une rencontre informelle, présentée comme anodine, se tient autour d'un intermédiaire convaincu que la lassitude institutionnelle crée une brèche. Là encore, la stratégie est identique. Écouter, documenter, maintenir l'illusion d'un intérêt prudent. Les échanges confirment une même grammaire d'influence fondée sur l'argent liquide et des relais supposés fiables. Ces impacts précoces ne font pas scandale. Pourtant, ils modifient déjà la dynamique interne. Un noyau d'officiers choisit de privilégier la souveraineté à un confort immédiat, renforçant une cohésion silencieuse. Les rapports internes se densifient, les recoupements s'accélèrent, et la lecture de la situation gagne en précision. C'est dans cet espace discret que la décision stratégique mûrit sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, sans exposition inutile. L'événement cesse d'être une rumeur pour devenir un dossier suivi, calibré, prêt à basculer. Et l'on comprend alors que ce sont souvent les choix discrets, Cassandra, qui déterminent l'issue. Le basculement s'opère lorsque des rumeurs jusque-là diffuses commencent à circuler avec insistance dans certains cercles militaires. Au départ, il est question d'un étranger poli, discret, convaincu que quelques officiers accepteraient de faciliter une transition en douceur contre un appui financier immédiat. Ces échos restent faibles, presque anodins, et sont traités comme tels. Mais la répétition des signaux, leur cohérence lexicale et la précision croissante des propositions déclenchent une montée en vigilance. L'activation réelle intervient lorsqu'un officier rapporte une offre plus explicite que les précédentes. Les mots changent, les montants sont suggérés, les délais évoqués. À partir de ce moment, la situation bascule d'une simple rumeur vers un dossier prioritaire. Les services de sécurité comprennent qu'une manœuvre est déjà en cours et qu'elle exige une réponse mesurée. Chaque détail s'ajoute à un ensemble qui dessine un projet structuré où l'argent liquide devient le vecteur central d'une influence politique assumée mais jamais formulée ouvertement. Ibrahim Traoré intervient alors en assumant d'un choix risqué. Plutôt que d'interrompre immédiatement la tentative, il autorise sa poursuite sous un contrôle V3. Cette décision rompt avec les réflexes habituels en période de tension institutionnelle. L'objectif n'est pas seulement d'empêcher l'acte, mais d'identifier l'ensemble des acteurs impliqués, leurs relais et leurs méthodes. Un dispositif discret est mis en place, reposant sur des équipes restreintes capables de suivre les rencontres, d'enregistrer les échanges et de tracer les mouvements financiers sans compromettre la couverture. La phase de montée en puissance s'étend sur plusieurs semaines. Les rendez-vous se multiplient, les promesses se précisent et la valise de 5 milliards devient l'objet autour duquel tout gravite. Chaque rencontre confirme que l'opération n'a rien d'improvisé. Les intermédiaires agissent avec assurance, convaincus que le terrain est favorable et que la loyauté peut s'acheter sans résistance majeure. Cette confiance excessive constitue leur principale faiblesse. Le point culminant se rapproche début novembre. Un rendez-vous décisif est fixé dans un hôtel du centre de Ouagadougou, lieu choisi pour sa neutralité et son animation constante. L'intermédiaire arrive persuadé que l'accord est acquis. Les conversations précédentes ont été enregistrées, les déplacements suivis, les circuits financiers partiellement reconstitués. Tout converge vers cet instant précis. Le 8 novembre 2024, l'intervention est déclenchée.
Une unité spéciale surgit, neutralise les gardes, saisit la valise et interpelle l'homme sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. L'opération est brève, maîtrisée, presque clinique. Elle met fin à ce qui devait être le premier acte d'un scénario de déstabilisation plus large. Les images internes révèlent une coordination rare, fruit de semaines d'observation patiente. L'événement marque une rupture nette. Ce qui devait rester invisible devient public et la tentative d'ingérence se transforme en révélateur. Une valise suffit à ouvrir une crise, mais une réponse calibrée suffit parfois à la refermer. Entre juillet et octobre de 20, une base de référence de flux déclaré est suivie, puis un delta brutal apparaît avec plus de 53 milliards de francs CFA transitant par des structures de façade. Ce delta signale un changement de rythme dans l'ingérence financière organisée. Ce premier ensemble chiffré concerne les flux. Les comptes observés se présentent comme humanitaires ou éducatifs, mais leurs mouvements révèlent des transferts massifs sans correspondance opérationnelle. Les analystes comparent les volumes habituels aux pics soudains, identifient des redondances de bénéficiaires et notent des itinéraires financiers qui évitent les contrôles standards. La cohérence apparente des écritures devient un indice inverse. Plus l'architecture semble propre, plus la finalité mérite d'être interrogée. Dans ce cadre, l'argent liquide n'est pas une anomalie logistique, mais un outil destiné à réduire la traçabilité et à accélérer la décision. Cette lecture éclaire le choix institutionnel d'observer avant d'interrompre, afin de documenter l'ensemble du circuit. Le deuxième ensemble chiffré porte sur les communications. Les services recensent 32 appels cryptés en moins de 3 semaines entre les individus impliqués et des interlocuteurs extérieurs. Ce volume suggère une coordination soutenue, incompatible avec une initiative isolée. La courbe temporelle de ces échanges présente un pic qui coïncide avec des tentatives de perturbations sécuritaires dans le nord du pays. La simultanéité intrigue, car elle indique une stratégie à deux volets, financement discret et pression informationnelle. Les canaux utilisés, les durées d'appel et les fenêtres horaires dessinent une grammaire opérationnelle déjà observée dans d'autres contextes d'influence. Les recoupements renforcent l'hypothèse d'un pilotage à distance, où les instructions se fragmentent pour limiter les risques sans jamais perdre la synchronisation globale. Le troisième ensemble chiffré concerne la réaction sociale. Dans les 48 heures suivant l'interpellation, plus de 1,2 million de messages de soutien sont enregistrés sur les réseaux sociaux. Ce volume traduit une mobilisation rapide, révélant un seuil collectif de vigilance. À ces messages s'ajoute une dynamique d'engagement local, mesurée par l'inscription volontaire de citoyens dans des dispositifs communautaires. Les chiffres ne garantissent pas une stabilité durable, mais ils indiquent une bascule perceptive. La tentative d'ingérence est comprise comme une atteinte directe à la souveraineté. Pour les institutions, cette réaction modifie le calcul du risque. Elle réduit l'espace de manœuvre des acteurs extérieurs tout en renforçant la légitimité des réponses mesurées. Pris ensemble, ces trois ensembles forment un faisceau cohérent. Les flux construisent la rampe d'accès, les communications articulent la manœuvre et la réaction populaire révèle la résistance interne sous-estimée. Dans cette lecture, la décision attribuée à Ibrahim Traoré de laisser l'opération se déployer sous contrôle apparaît rationnelle. Elle maximise l'information sans exposer inutilement l'appareil d'État. La preuve n'est pas un chiffre isolé, mais la convergence des séries. Pour le spectateur, l'élément clé devient lisible. L'affaire ne repose pas sur une interprétation, mais sur des variations mesurables. Lorsque les niveaux de référence se rompent, les intentions se dévoilent. Non, prends.
Et lorsque les écarts s'alignent, la compréhension progresse sans emphase. Une première thèse, souvent relayée par certaines chancelleries et analystes extérieurs, affirme que l'affaire de la valise relève d'une paranoïa institutionnelle. Selon cette lecture, l'État burkinabé interpréterait de manière excessive des mouvements financiers atypiques, au risque de rompre avec des partenaires historiques. Les défenseurs de cette position soulignent la fragilité structurelle du pays, la dépendance persistante à l'aide internationale et le danger qu'un soupçon généralisé fasse fuir des soutiens essentiels. Ils avancent que, dans un contexte de pression sécuritaire, la tentation de voir partout en une ingérence peut conduire à un isolement coûteux économiquement et diplomatiquement. Une seconde thèse, portée par une partie des élites intellectuelles africaines et par des voix critiques de la coopération classique, soutient l'inverse. Pour elle, la dépendance prolongée constitue un risque plus profond que la tension diplomatique ponctuelle. Les flux financiers opaques, même présentés comme humanitaires ou techniques, reproduiraient des rapports asymétriques où l'influence politique s'exerce sans contrôle public. Dans cette perspective, la valise de 5 milliards n'est pas une anomalie, mais un symptôme d'un système où l'argent devient un levier silencieux pour orienter des décisions souveraines. Refuser ce mécanisme serait donc un repositionnement stratégique plutôt qu'un repli. Face à ces deux pôles, l'analyse fondée sur les faits disponibles nuance les positions. Les données financières montrent que les flux identifiés au chèque ne correspondent pas à des projets opérationnels vérifiables, ce qui affaiblit l'hypothèse d'une simple incompréhension administrative. Les 32 communications cryptées établissent un niveau de coordination incompatible avec un geste isolé ou maladroit. Enfin, la réaction sociale rapide indique que la perception intérieure de l'événement diverge nettement de l'idée d'un malentendu mineur. Ces éléments ne tranchent pas un débat idéologique plus large sur autonomie et dépendance. Ils montrent cependant que, dans ce cas précis, la prudence institutionnelle repose sur un enchaînement cohérent d'indices vérifiés. La lecture alarmiste perd de sa force explicative, tandis que l'hypothèse d'une tentative d'influence gagne en consistance empirique. La mise à l'épreuve la plus rigoureuse révèle ainsi une ligne de fracture claire. Ce n'est pas la méfiance qui crée le risque, mais l'opacité persistante des mécanismes financiers. Si l'on devait résumer ce tournant en une phrase, on pourrait dire que la valise n'était qu'un signal. À ce point du récit, la compréhension bascule. Ce qui apparaissait comme une opération ciblée se révèle être la partie visible d'un échafaudage construit sur plusieurs mois. Les circuits du financier, d'abord perçus comme des anomalies isolées, prennent une cohérence nouvelle lorsqu'ils sont reliés aux communications cryptées et aux relais extérieurs identifiés par l'enquête. La tentative d'ingérence cesse d'être un événement ponctuel pour devenir un système lisible. Cette révélation modifie la focale. Il ne s'agit plus de savoir comment un homme a pu circuler avec 5 milliards de francs CFA, mais pourquoi ce type de somme trouve naturellement sa place dans un environnement politique fragile. L'argent apparaît comme un outil de cartographie. Il teste les loyautés, mesure les résistances et révèle les zones de perméabilité institutionnelle. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré gagne un relief particulier. Sa décision initiale de laisser l'opération se déployer sous surveillance ne vise pas seulement à neutraliser une menace immédiate. Elle permet d'observer l'ingérence en temps réel sans que la structure de l'État ne cède. Le moment charnière du récit n'est donc pas l'arrestation elle-même, mais la démonstration qu'un dispositif peut être exposé sans provoquer l'effondrement attendu. Pour le spectateur, une question silencieuse s'impose désormais. Que devient le rapport de force lorsque ce qui opérait dans l'ombre est enfin éclairé? Sur le plan institutionnel, l'affaire de la valise agit comme un moment de cristallisation.
La rapidité de la séquence, depuis la détection jusqu'à l'interpellation, renforce l'idée qu'une partie de l'appareil d'État conserve une capacité opérationnelle malgré un environnement contraint. Les services de renseignement, souvent décrits comme fragmentés, apparaissent ici coordonnés, capables de suivre des flux financiers complexes et de synchroniser des unités sur un temps court. Cette démonstration donne un poids nouveau au discours d'Ibrahim Traoré lorsqu'il insiste sur la nécessité de préserver les leviers souverains face à des pressions clandestines. Elle envoie aussi un signal interne. La loyauté organisée peut encore produire des effets mesurables. Pour les acteurs économiques, les conséquences sont immédiates mais ambivalentes. La mise en lumière de circuits opaques fragilise des réseaux habitués à opérer dans la discrétion, en particulier autour des secteurs extractifs et logistiques. Dans le même temps, cette visibilité crée un espace de renégociation. Les données publiées sur l'évolution de certaines recettes et sur la surveillance accrue des flux suggèrent un durcissement du cadre sans pour autant garantir une transformation rapide. Les entreprises locales observent un environnement plus prévisible à court terme, tandis que les partenaires extérieurs évaluent le nouveau rapport coût-risque de leurs engagements. Du côté de la population, l'impact est surtout perceptif. La réaction massive enregistrée après l'interpellation traduit un changement de posture. Plus de 1,2 million de messages de soutien en 48 heures ne signifient pas une adhésion homogène, mais ils indiquent une attention collective accrue aux questions de souveraineté. L'inscription volontaire de milliers de citoyens dans des dispositifs locaux de sécurité renforce cette impression d'un sursaut civique. Pour beaucoup, l'épisode modifie une croyance implicite. Tout ne peut pas être acheté et certaines lignes restent défendues. À l'échelle régionale, l'affaire dépasse le cadre national. Dans un Sahel en recomposition, elle est lue comme un exemple concret des formes contemporaines d'ingérence. Les capitales voisines observent la séquence avec intérêt, y voyant la confirmation que l'influence ne passe plus seulement par des accords formels, mais par des leviers financiers discrets. La coordination renforcée entre certains États de la région gagne ainsi une justification supplémentaire. Dans cette lecture, la trajectoire défendue par Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme une exception que comme un symptôme d'un mouvement plus large de redéfinition stratégique. Pris ensemble, ces effets dessinent une réalité nuancée. L'affaire ne résout ni les fragilités structurelles, ni les tensions économiques persistantes. Elle transforme cependant le cadre mental dans lequel décisions publiques et engagements privés sont évalués. Pour le spectateur, la promesse du moment charnière se concrétise ici. La valise n'était pas seulement un objet saisi, mais un révélateur aux conséquences tangibles pour les institutions, les acteurs économiques, les citoyens et l'équilibre régional. Dans la trajectoire de base, le Burkina Faso prolonge la dynamique amorcée après l'échec de la tentative d'ingérence. Les institutions se stabilisent sans transformation spectaculaire, mais avec une continuité suffisante pour consolider les ajustements engagés. Les mécanismes de contrôle financier se durcissent progressivement, réduisant certaines zones grises sans les éliminer totalement. Les projections économiques, elles, restent modestes, compatibles avec une croissance contenue et une recherche prudente de partenariats alternatifs. Dans ce scénario, l'État ne conquiert pas une autonomie pleine, mais il regagne des marges de manœuvre qui limitent la répétition d'opérations similaires. Dans la trajectoire optimiste, la séquence de la valise agit comme un catalyseur. Les coopérations régionales se renforcent, notamment avec des voisins partageant des préoccupations similaires en matière de souveraineté. Les projets conjoints dans les secteurs énergétiques et miniers produisent un effet d'entraînement, améliorant la sécurité des échanges et la capacité de négociation collective. Si ces conditions se matérialisent, la croissance pourrait s'accélérer et offrir des ressources supplémentaires pour stabiliser les institutions.
Dans cette hypothèse, le rôle d'Ibrahim Traoré serait analysé rétrospectivement comme celui d'un acteur ayant impulsé une intégration stratégique plutôt qu'un repli défensif. Dans la trajectoire pessimiste, l'épisode déclenche une série de ruptures, des, san- des sanctions économiques, un retrait de programmes internationaux et des campagnes de dénigrement coordonnées fragilisent l'équilibre interne. Une contraction de l'activité suffirait à raviver des tensions sociales latentes et à réduire les ressources publiques disponibles. Les réseaux extérieurs, affaiblis mais non démantelés, pourraient chercher à exploiter cette vulnérabilité pour relancer des tentatives de déstabilisation plus fragmentées. Dans ce contexte, la cohésion interne devient la variable critique. Entre ces trois scénarios, aucune certitude ne s'impose. La clé réside dans une posture analytique, envisager simultanément ces trajectoires sans s'enfermer dans l'une d'elles. Cette approche conditionnelle permet de comprendre comment une décision politique peut, selon l'environnement, produire des effets stabilisateurs ou déclencher des réactions en chaîne. Pour le spectateur, l'exercice n'est pas prédictif, mais cognitif. Pour une première catégorie de spectateurs, ceux qui suivent l'actualité du Sahel sans en explorer les mécanismes internes, l'affaire de la valise agit comme un rappel brutal de complexité. Elle montre que les tensions politiques ne naissent pas uniquement des combats visibles ou des discours officiels, mais aussi d'initiatives discrètes menées dans des espaces feutrés. Pour ce public, le récit offre une clé de lecture essentielle: comprendre que l'ingérence ne s'annonce jamais frontalement, mais s'insinue dans les failles institutionnelles avant d'être perceptible. Une seconde catégorie regarde l'épisode à travers un prisme économique. Pour ces spectateurs, la question centrale concerne la vulnérabilité des systèmes financiers et la capacité d'un État à contrôler ses flux. La valise de 5 milliards devient alors un symbole des risques associés aux circuits parallèles et aux structures de façade. L'intérêt de l'analyse réside dans la mise en relation entre chiffres, décisions politiques et marge de manœuvre réelle. Ce public n'attend pas une conclusion morale, mais des repères pour évaluer la crédibilité d'une trajectoire économique dans un environnement instable. La troisième catégorie se concentre sur la dimension humaine. Elle s'attache moins au montant qu'aux choix individuels. Ceux des officiers qui observent, hésitent puis transmettent, ceux des citoyens qui réagissent ou s'engagent. Pour ces spectateurs, l'histoire révèle un dilemme universel. Jusqu'où peut-on défendre son intégrité lorsque des promesses matérielles prétendent simplifier l'avenir? Cette lecture donne au récit une portée qui dépasse le contexte national. Ces trois regards ne se superposent pas, mais ils se complètent. Ensemble, ils transforment l'affaire en un miroir analytique, invitant chacun à situer sa propre compréhension entre information, intérêt et responsabilité. La première étape consiste à assainir durablement les flux financiers identifiés comme vulnérables. Les autorités renforcent les mécanismes de traçabilité par des vérifications croisées en ciblant les structures de façade et les circuits atypiques révélés par l'enquête. L'objectif opérationnel est clair: réduire l'espace où des transferts opaques peuvent circuler sans justification concrète. La mesure de cette étape repose sur la baisse des mouvements, piècement suspects, et sur une transparence accrue des déclarations. La deuxième étape concerne la gouvernance des ressources soit stratégiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État engage des renégociations contractuelles dans les secteurs les plus exposés, notamment miniers. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'un rééquilibrage progressif des clauses afin de conserver une part plus significative de valeur sur le territoire. Le critère d'évaluation n'est pas idéologique, mais comptable: évolution des recettes officielles et diminution des fuites vers des circuits parallèles.
La troisième étape est pédagogique et institutionnelle. L'affaire de la valise devient un cas d'école intégré aux formations militaires et administratives. Les équipes apprennent à détecter les signaux faibles, à analyser les incohérences et à documenter méthodiquement avant toute action visible. Le succès se mesure par la qualité des rapports produits et par la rapidité accrue de détection d'anomalies similaires. La quatrième étape implique la vigilance citoyenne. Les médias locaux, les associations et les relais communautaires sont encouragés à débattre et à signaler les pratiques douteuses. Cette ouverture vise à réduire la symétrie d'information qui nourrit l'ingérence. L'indicateur clé reste l'engagement public plus que la dénonciation ponctuelle. Enfin, la cinquième étape repose sur la transparence. Publier des données, accepter le débat et rendre compte des décisions limitent l'espace où prospèrent les récits concurrents. Ensemble, ces actions dessinent une réponse graduée, mesurable et adaptable à un environnement instable. Lorsque le récit revient aux premiers officiers restés en retrait, l'affaire prend une tonalité plus humaine. Ceux qui ont choisi d'écouter, de noter et d'attendre apparaissent désormais comme des points d'ancrage silencieux. Leurs décisions n'étaient ni héroïques ni spectaculaires. Elles relevaient d'une discipline patiente, façonnée dans des bureaux sobres et des échanges apparemment banals, là où la loyauté se mesure dans la durée plutôt que dans l'éclat. La valise de 5 milliards cesse alors d'être un symbole abstrait. Elle devient l'épreuve concrète qui a confronté des individus à une alternative simple en apparence, mais lourde de conséquences. Accepter, refuser ou observer assez longtemps pour comprendre. Ce sont ces choix discrets qui ont permis à la chaîne institutionnelle de tenir sans rupture visible au moment le plus délicat. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure idéalisée, mais comme un point de convergence. Autour de lui, des décisions individuelles se sont alignées, non par exaltation, mais par méthode et par calcul. Les images de cohésion qui ont circulé après l'interpellation prolongent ce motif initial. Une loyauté qui ne se proclame pas, mais qui se démontre. La phrase qui s'impose n'est pas triomphale. Elle est sobre, presque austère. La loyauté résiste lorsque tout semble négociable. Lorsque l'on referme cette histoire, le Burkina Faso n'apparaît plus seulement comme le théâtre d'une tentative d'ingérence déjouée. Il devient un espace où se redéfinissent, à bas bruit, les rapports entre pouvoir, dépendance et vigilance collective. L'épisode de la valise montre que les décisions officielles ne suffisent pas à expliquer une trajectoire nationale. Il faut aussi considérer les réactions silencieuses, les engagements locaux et les débats et champs des débats qui émergent hors des cadres institutionnels. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer à une lecture unique, mais de conserver cette grille d'analyse active. Suivre l'évolution des réformes, observer les flux financiers et écouter les voix internes permet de dépasser les récits simplificateurs. Une telle approche n'apporte pas de certitude confortable, mais elle réduit l'angle mort où prospèrent les influences invisibles. L'appel final est volontairement mesuré. Il ne demande ni soutien inconditionnel ni rejet systématique. Il invite à une vigilance intellectuelle, applicable bien au-delà de ce contexte précis. Face aux valises visibles ou invisibles qui circulent dans d'autres environnements, une question demeure ouverte. Jusqu'où d'autres devraient-ils pouvoir décider à votre place de la valeur de votre liberté?